Moi, quand j'étais chez Disney, en fait, j'avais déjà une super équipe de base. Mais comme du coup, j'avais pas fait de formation de management, je me suis dit, je vais essayer d'autres techniques. Et du coup, j'ai appliqué donc le co-développement que je faisais en tant que RH pour mes managers chez J&J, je l'ai appliqué en tant que manager pour mes collaborateurs. Donc, quand on faisait nos points collectifs, du coup, on passait en revue toutes les problématiques qu'elles rencontraient. Et on mettait en place tout de suite un atelier de co-développement pour que ce soit les autres qui lui donnent les réponses, qui l'aident à améliorer son problème, sans que moi je vienne intervenir en disant c'est la bonne solution ou c'est pas la bonne solution. En fait, après la personne partait avec son plan d'action et moi je devais simplement m'assurer que les délais étaient ok avec ma direction, gérer les éventuels problèmes, les éventuelles erreurs avec la direction, mais en aucun cas lui dire que c'est bien ou c'est pas bien. En fait, elle a fait son chemin, elle a résolu sa problématique personnellement. Elle en tire une fierté et moi je suis là pour créer les conditions de succès. C'est de partir du principe que les autres peuvent nous apprendre. Ouais. Si déjà on n'est pas dans cette dynamique, le codev c'est pas c'est pas pour vous. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui dans Le Faire en Vrai Marlène Bouquet qui est fondatrice de Go Blossom. On va parler de posture managériale, de confiance en soi, d'authenticité, de l'utilité ou plutôt de la non-utilité de la formation. Et puis de comment on peut se développer dans ce monde de management avec les RH, avec les dirigeants ou tout simplement tout seul. Salut Marlène, je suis très content de te recevoir aujourd'hui pour Le Faire en Vrai. Bienvenue chez nous et Merci. On va commencer par te présenter. Donc tu es Marlène Bouquet, Marlène Bouquet, cofondatrice de Go Blossom. Go Blossom, on va en reparler. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Tu étais à l'époque RH dans l'entreprise Johnson & Johnson. C'était il y a combien de temps? 4, 5, 6 ans? J'ai refait le compte tout à l'heure, c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans, donc ça fait déjà 8 ans qu'on se connaît. C'est une entreprise qui vendait du matériel médical, et qui d'ailleurs en vend toujours. Exactement. Et une entité qui faisait combien de personnes à peu près? Une entité sur la France d'environ 700 personnes, mais ma population environ 300 à 400 personnes. Alors en fait, moi quand je t'ai rencontré, mais je te l'ai déjà dit, tu étais donc une jeune RH dans cette organisation. Et nous, on était des consultants et on venait pour accompagner une grande transfo. Moi, j'ai tout de suite trouvé que c'était sympa de bosser avec toi parce que tu râlais beaucoup. Donc tout ça pour dire, n'hésite pas à râler avec moi aujourd'hui, parce que c'est ce que j'aime bien chez toi. Je trouve qu'il y a des vraies convictions qui ressortent. Et puis on a fait plein de choses dans cette mission, mais notamment il me semble que tu avais été assez marqué par un certain nombre de discussions de management à cette époque-là. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment-là et des choses qui ont fait qu'on a peut-être créé un lien à ce moment-là? Dans le processus de transformation, l'objectif, et c'était aussi l'objectif de ton intervention avec notre support, c'était d'accompagner les managers en fait à faire ce qu'il y avait à faire dans cette transformation. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est le vrai travail sur la posture en fait managériale. Donc, c'est-à-dire comment en fait on véhicule des messages qui sont pas forcément évidents, comment on appréhende en fait à titre personnel ces transformations pour moi et pour les autres. Voilà, c'est ce qui m'a globalement marqué. Je te posais la question, c'est parce qu'en fait aujourd'hui on va beaucoup parler de ça. Tu es maintenant, on peut dire maintenant une experte du management. C'est peut-être pas le cas il y a 8 ans. Oui, c'est sûr. Enfin, je pense que tu avais des qualités pour le faire, mais tu découvrais vraiment ça. En plus, maintenant tu manages aussi. On va y revenir, mais tu as une équipe, donc tu galères comme nous. Alors qu'à l'époque, tu n'avais pas d'équipe et donc tu t'occupais des autres managers. Oui, c'est vrai. Mais on va beaucoup parler de posture et de tout ça parce qu'effectivement, je pense que c'est une conviction commune que le management, c'est pas une question de processus, et donc c'est vraiment une question de relation aux autres et de relation du coup avec soi-même. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'on s'est trouvé il y a 8 ans chez Johnson & Johnson. Ouais, tout à fait. Ça m'a marqué de faire cette aventure avec Albus parce que c'était aussi une réelle remise en question de ma posture à moi, en fait. Parce qu'on sort de l'école avec un master en poche et on vous dit super, vous allez être RRH. Et en fait, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Et surtout dans des entreprises dans lesquelles il y a des projets et des transformations. Faut vraiment comprendre ce qui est attendu en fait de ce rôle-là. L'apport que vous avez eu auprès des managers, finalement, moi je m'en suis beaucoup inspirée dans les années qui ont suivi et pour mes expériences passées. Donc voilà, cette question. Et notamment pour abandonner ce recours systématique aux outils. Absolument. Et aller beaucoup plus sur. Absolument. Attends. Quels sont les humains que j'ai en face de moi? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête et comment je peux aider ça? Oui, et puis à un moment donné, accepter de sortir du process, du cadre, et de se dire, ok, je prends en fait 20 minutes, 30 minutes de plus avec ce manager parce que il a juste besoin de se déverser ou d'avoir une écoute. Et en fait, c'est moi qui l'ai choisi pour faire ça. Ça, c'est vraiment intéressant et on va un petit peu avancer dans ta carrière. Il y a un autre truc, moi, il me semble, qui est important et mon avis, qui t'a beaucoup formé dans ce moment-là, c'est que je crois que l'équipe RH de Johnson & Johnson était particulièrement forte à cette époque-là. D'ailleurs, on va recevoir ici d'autres membres de cette équipe. Il y a Anna Henry qui est programmée, qu'on verra dans quelques semaines. Et je pense qu'on en verra d'autres parce que je trouvais que l'équipe était justement particulièrement bien orientée. Je voudrais qu'on en parle 2 minutes parce que s'il y a des DRH qui nous reçoivent, je trouve que
c'est intéressant d'avoir une dynamique d'équipe RH et pas seulement une qualité de RH. Ouais. Comment tu qualifierais cette dynamique? Qu'est-ce qui faisait que c'était aussi performant à cette époque, G&G? C'est une bonne question et en fait, je pense qu'on était tous lucides par rapport à la valeur ajoutée de l'autre. C'est-à-dire que je savais exactement ce que Gilles pouvait apporter, je savais exactement ce que Léna pouvait apporter, je savais exactement ce que Xavier pouvait apporter. Et ça, c'était très clair pour tout le monde. Et chacun, en fait, le savait. Et donc, on avait une relation, forcément de confiance, mais on savait solliciter, en fait, la bonne expertise et on savait qu'à un moment donné, on allait être appelé parce qu'on avait un talent particulier à mettre au profit de ce projet. Donc, je pense que à travers la reconnaissance, en fait, de la compétence de l'autre, il y a eu une espèce de confiance. Et effectivement, tu l'as dit, je pense qu'on était une équipe, mais vraiment de choc. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Effectivement, il n'y avait pas de limite aussi parce que vous aviez chacun vos secteurs, mais on voit que vous parliez beaucoup. Ouais. Je pense que vous étiez bien animés. Hein. J'ai cité Anna, je pense que c'est quelqu'un qui donnait cette espèce de bienveillance qui est parfois une tarte à la crème, mais je pense que elle, c'était plus fort et ça transpirait un peu partout. Et il me semble que les patrons opérationnels aussi vous utilisez, pardon pour le vilain mot, mais vous utilisez correctement aussi, c'était poser vraiment des questions, vous voulez vraiment comprendre vos points de vue et vous utilisez pas juste pour avoir des réponses techniques, quoi. Ouais, tout à fait. Non, c'est très vrai. Et je pense qu'en fait, j'ai vraiment l'image en fait de l'équipe qui se rassemble, qui se dit ok, qu'est-ce qu'on va faire en fait pendant les 72 prochaines heures. Et ensuite, on se sépare et chacun va en fait dans ses business units, dans ses directions, vers ses business partners pour dire ok, voilà le point d'étape, voilà les informations qui ont été communiquées. Maintenant, comment on construit là-dessus pour toi, patron de BU, avec tes managers et qu'est-ce que ça veut dire en fait ça pour toi dans le projet. Et donc le patron de BU, il attendait forcément ces points-là et ces points d'étape avec nous, ce qui fait que en fait on allait seul vers eux. Voilà. Et en fait on le faisait toute seule quoi. Et à l'époque on avait une trentaine d'années. Et c'était juste dingue en fait d'avoir cette responsabilité avec si peu d'expérience. On avait avec des chacune patrons de cette exactement qui géraient des millions à l'année. Donc pour nous c'était assez impressionnant, mais en fait on avait pris le pari de le faire en fait et on s'était dit ok on le fait parce que c'est une expérience juste qui est incroyable. Et donc si on passe à côté. Ouais. Il y avait vraiment cette dynamique et puis moi j'ai toujours un petit hommage. À l'époque la BU était dirigée par un manager qui s'appelle Emmanuel Bonhomme, et qui s'appelle toujours Emmanuel Bonhomme, mais qui n'est plus manager de ça, qui a parfois été critiqué et tout, mais moi j'avais un point, et je le dis pour tous les managers qui nous regardent, parce que je trouve que c'est vraiment un point incroyable quand un dirigeant sait faire ça. Ce type écoutait les gens indépendamment de leur poste et de leur expérience. Et ils écoutaient chaque individu avec la même intensité. Et je pense que ça t'a fait grandir aussi parce que tu devais t'exprimer. Là, pour le coup, c'était encore au-dessus. Je me souviens, j'avais mon bureau qui était juste à côté de lui. Et donc, tous les jours, je pense qu'il avait un temps dans son agenda qui s'appelait ne rien faire. Juste à aller voir les gens. Et du coup, il passait forcément par notre bureau. Et donc, il y avait le sujet du jour. Et donc, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense, moi? Je vais te dire ce que j'en pense. Ceci, cela, et voilà ce que j'ai entendu. Et c'était aussi un moment d'échange et en fait de co-construction presque informelle, sur lequel on pouvait construire en équipe RH ou avec lui directement. Ou même personnellement, du coup, c'est exactement. Je parle avec un dirigeant, etc. Ouais, c'est incroyable. Et ça, pour moi, c'est vraiment un message que j'adresse aux dirigeants. C'est vraiment pour moi une des grandes erreurs des dirigeants, c'est de se dire, je parle aux gens les plus forts de mon équipe, c'est-à-dire mes N-1, ceux qui ont le plus d'expérience, et je leur pose des questions compliquées. Non, posez des questions compliquées jusqu'en bas de votre organisation, avec évidemment pas exactement les mêmes attentes sur les réponses, mais parce que vous allez développer les gens, vous allez leur donner confiance, vous allez leur avoir cet effet-là. Bien sûr, juste leur dire qu'ils sont aussi importants que les autres en fait. Je parle un petit peu de G&G parce que je trouve que c'est des exemples comme on les a en commun et dont on pourra reparler un peu après quand on va vraiment évoquer tes convictions sur le management. Il y a eu une deuxième expérience, donc tu as quitté malgré la qualité de cette équipe, tu as quitté G&G. Donc là moi j'ai le droit de le dire, G&G a pris des décisions sur sa RH mondiale qui fait qu'ils ont démantelé les RH locales même quand elles étaient super fortes. Moi, à titre personnel, je trouve ça complètement con. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Résultat des courses, cette équipe dont on parle, elle est partie un peu partout dans plein d'entreprises en France. Et toi, t'as été dans ce mouvement-là à peu près. T'es parti chez Disney, donc t'as passé quelques années là-bas. Oui, à Disney, donc sur le site de Disneyland Paris. Voilà, donc, Disneyland Paris, à faire le même boulot avec une plus grande équipe peut-être. Oui, tout à fait. Donc je suis passée d'un périmètre de 350 personnes à un périmètre de 1000 personnes et avec une équipe. Et donc ça, je l'ai appris une semaine avant d'arriver. Au fait,
T'as une équipe à manager. Ok. Bon, alors là, on va pas rentrer dans les détails pour Disney. Disney, c'est quand même une entreprise, les gens ne le savent pas, mais c'est énorme, hein. Disneyland Paris, il y a 17 000 personnes. 17 000 personnes, donc c'est gigantesque. Du coup, il y a énormément la RH c'est 300 personnes. C'est 300 personnes, voilà. Chacun c'est a des gros chiffres. Des équipes qui sont énormes. En plus, c'est beaucoup des équipes pas toujours très qualifiées, hein. C'était pas trop le cas dans ton secteur, mais voilà, c'est des équipes un peu particulières. Bon, là, tu as fait tes premières armes en tant que manager toi-même, hein, c'est ça? Oui, complètement. Donc je suis arrivée, comme je te disais, donc une semaine avant d'arriver, on m'a dit super, tu vas avoir des équipes à manager. Ok, donc j'ai eu une semaine finalement à me préparer et à me dire comment je vais gérer ça et comment j'appréhende ça. Donc maintenant que j'ai donné plein de conseils à tous les managers, va falloir que je me les applique à moi-même. Donc là, c'était une autre histoire. Et c'était pas facile, évidemment. Et c'était pas facile, bien sûr. Et donc, t'avais même probablement du mal à respecter les conseils que tu donnais aux autres. Je connais ça par cœur. Et donc, du coup, Disney, c'est une entreprise qui est beaucoup moins structurée managérialement que Johnson & Johnson. Moi, c'est le moment où, quand j'ai commencé on s'est souvent vu, notamment sur le parc, et notamment avec Johnny Depp, enfin un faux Johnny Depp, dans un restaurant là, mais on s'est souvent vu sur le parc, et je pense que c'est quand même aussi le moment où t'as commencé à avoir, il me semble, moi, des convictions sur le management. T'en avais déjà, mais elle sortait un peu comme ça pouvait. Et il me semble qu'à partir de ce moment, t'as commencé à avoir des convictions plus profondes. Ouais. Et on va en reparler, mais qui ont probablement contribué au fait que t'en as eu marre aussi de ces univers-là, où vous êtes quand même un peu des numéros, enfin t'es une sur 300 et c'est compliqué, quoi. Moi, il me semble que c'est aussi ça qui fait que tu vas vouloir quitter Disney sans y avoir passé 15 ans. Quoi. Du coup, il y a deux choses, effectivement. Il y a la partie managériale, donc j'ai décidé en fait de ne pas demander de formation de management quand je suis arrivée, parce que déjà j'y croyais pas avant, donc je me suis dit pourquoi je vais me l'appliquer à moi-même. Et en fait j'ai vraiment construit avec mon équipe notre propre modèle de management. Donc c'est là où moi j'ai commencé aussi à tester des choses avec l'équipe qu'on pouvait répliquer donc sur les managers et les leaders qu'on accompagnait au quotidien. Du coup tu décides de quitter parce que tu vas créer ta boîte donc qui s'appelle GoBlossom, c'est ça? Ouais. GoBlossom, ouais. Donc tu es maintenant dirigeante d'une entreprise, alors moins grande que Disney, évidemment, hein, et puis je pense qu'elle sera toujours moins grande que Disney, mais tu es dirigeante de ton entreprise, tu manages 7 personnes, tu m'as dit, avec ton associé Claire. Et en 2 mots, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? On accompagne les TPE, les PME, les startups qui n'ont pas les moyens en fait de recruter un RH de bonne qualité, c'est-à-dire qui sait à la fois faire de la stratégie, mais aussi de l'opérationnel et d'aider les leaders. Donc nous, on fait ça pour eux de manière externalisée. Comment on le fait? Donc c'est avec vraiment un profil senior et un profil junior. Donc c'est toi maintenant, profil senior. Exactement, voilà, c'est moi. Voilà. Là, on a des juniors qui nous accompagnent sur les missions et en fait, on alterne les expertises, c'est-à-dire à un moment donné, il y a besoin de délivrer des choses, donc c'est plutôt nos consultants qui s'occupent de ça, et quand il y a besoin de refaire une roadmap, de discuter avec les fondateurs, etc., c'est plutôt nous qui intervenons. Alors moi, c'est ça que je trouve super dans ton parcours, hein, c'est que là, on vient de décrire un parcours d'une petite dizaine d'années qui va de la RRH junior à la dirigeante, donc tu viens de le dire, senior. En fait, t'es une dirigeante junior, mais t'es senior. Exactement. Dans le métier c'est tout à fait ça. Dans le métier des RH. Et donc, du coup, avec des convictions qui s'affirment, c'est ça qu'on va essayer de balayer maintenant. Il y en a une que t'as un tout petit peu citée et qui va peut-être surprendre les gens qui nous regardent. Mais toi, t'es pas du tout convaincu par la formation en management. Alors toi, tu dis, la formation en management, c'est pas le bon système pour faire progresser un manager sur son job de manager. Est-ce que tu peux m'en dire plus de ça? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, pour moi, effectivement, le management, ça n'a rien de technique, ni d'académique, ni de méthodique. Parfois, il en faut un peu, c'est sûr, mais en réalité, pour moi, c'est vraiment du bon sens, c'est-à-dire pouvoir s'adapter. Et c'est de la confiance en soi. Je regardais dernièrement, quelle était la définition de la confiance en soi et qui, moi, me touche particulièrement, c'est d'avoir une relation lucide à soi-même. Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire connaître qui on est, ses capacités, ses valeurs, et savoir quelle est notre contribution en fait dans la vie d'équipe, dans l'entreprise, dans son rôle globalement. Alors juste, je vais décortiquer un peu ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. D'abord, ça n'a rien de technique et d'académique. Tu sais, moi, que je suis totalement d'accord avec ça, mais ça peut paraître quand même surprenant parce que pour un manager, notamment novice, il pourrait se dire, attends, je dois faire un entretien de recadrage ou un entretien annuel, je dois faire un feedback. Et on a le sentiment que c'est quelque chose d'assez technique, ça, au contraire. Qu'est-ce qui se passe si je considère que c'est un point technique et que donc, mettons, je dis, ok, je vais énormément les former à des techniques d'entretien. Qu'est-ce qui se passe selon toi? En fait, on va simplement lui dire,
d'être une personne qu'il n'est pas. Ouais. Pour moi, ce n'est pas l'inciter à être vraiment authentique et à faire les choses avec ses tripes. C'est-à-dire que voilà, quand on est dans un entretien mettons annuel. Voilà, annuel, le manager, lui, il a 10 entretiens à faire. Le collaborateur, il n'en a qu'un seul dans son année. Donc pour lui, il y a un truc qui est très important. Hyper émotionnel. Hyper émotionnel, il y a un truc qui se joue pour lui. Il attend quelque chose. Et en fait, si le manager n'arrive pas à capter ce qu'il attend réellement, en fait, il passe complètement à côté de son entretien. Donc un manager qui serait, par exemple, qui prendrait cet entretien en disant « Ok, c'est un geste technique, donc je vais me former au geste technique », qui va apprendre tout un tas de techniques, comment démarrer, comment dire quelque chose de positif, comment dire quelque chose de négatif, etc., etc. Tout ce qu'on va apprendre dans une formation classique, Ségos en entretien annuel. Ce qui risque de se passer, c'est qu'ensuite, il va dérouler sa technique et donc il va créer un écart entre le salarié qui rentre avec une émotion hyper forte, donc qui est dans une ligne émotionnelle, et lui, il va répondre avec une ligne rationnelle, et en fait, les deux lignes vont jamais se croiser. Tout à fait. Et donc, l'entretien va échouer. C'est ça. L'entretien va échouer. Grosso modo, c'est ça parfois l'histoire. sans même se le dire. Oui, sans qu'on s'en rende compte. Sans s'en rendre compte et sans que le collaborateur lui dise mon entretien est complètement foiré. En fait, il va le dire à ses collègues. Et il va repartir chez lui, il saura pas qu'est-ce qu'il a fait de bien réellement dans son année, qu'est-ce qu'il a dépassé comme objectif et qu'est-ce qu'il attend, de quoi il a besoin en fait. Est-ce que le besoin il a été reconnu et comment pour l'année prochaine en fait je construis là-dessus. Et moi je trouve qu'il y a un truc c'est vraiment hyper intéressant de regarder à la machine à café ou en off ce que les gens disent. Pas que de l'entretien annuel, mais de tous les gestes managériaux. C'est très souvent, c'est pas forcément le mot qu'ils utilisent, mais de la déconnexion. C'est-à-dire que faut bien comprendre que le grand défaut du management, c'est de toujours donner l'impression de rationaliser les choses et donc d'être tout le temps déconnecté des réalités du terrain. Oui. Et moi, là où je te rejoins complètement, c'est que la formation, j'irai pas jusqu'à dire que c'est totalement inutile, mais ça nous emmène dans un mauvais chemin, qui est de nous expliquer qui est de rationaliser énormément le moment, alors qu'en fait les gens ils ont une attente qui est complètement différente et qui est complètement émotionnelle. Et moi j'ai toujours un truc comme ça qui permet d'expliquer ça, c'est que l'humain tout seul dans son rapport à son manager, c'est lui et il est tout seul et il est unique. Et l'entreprise elle est collective et donc le manager il a tendance à représenter du collectif. Pour moi la relation managériale c'est structurellement quelque chose où le risque que le manager soit hyper rationnel et le manager hyper émotionnel est très très forte. Et il y a une deuxième chose, c'est que le manager, quand lui il sort de là, est-ce qu'il est satisfait en fait de ce qu'il a fait? Il est satisfait parce que il va dire au RH ou à sa hiérarchie que c'est bon, il a fait son entretien et qu'il a tout bien déroulé comme il fallait. Mais est-ce que lui, il a réussi fondamentalement à être lui-même en fait dans cet entretien? Enfin, je ne pense pas. Voilà. Probablement pas. Mais le pire, c'est qu'il pense pas ça en général. Le pire, c'est qu'en général, donc à la machine à café, t'as le manager qui dit c'était nul et c'était déconnecté, et t'as le manager qui dit donc dans une autre machine à café en général. Il a rien compris ce que je lui disais. De toute façon, il tourne en boucle toujours sur les mêmes sujets. Lui, de toute façon, il voulait son augmentation et rien d'autre. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a vraiment un dialogue de sourds. Là, on prend l'exemple de l'éval annuel parce que c'est en matière d'émotion, ça monte vraiment très haut, mais ça va être vrai sur un recadrage. On a toujours ce truc-là. Et là où je te rejoins, et je pense que c'est là-dessus qu'on va s'attarder un peu maintenant, c'est la façon d'évacuer ce problème, ou en tout cas de le limiter énormément, c'est qu'évidemment, on va chercher d'avoir un manager plus authentique que technique. C'est ça le truc. Et du coup, authentique, ça veut dire qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce qu'on attend de lui dans l'entretien? Qu'est-ce que tu penses qu'il doit mettre de lui-même? D'accord, mais comment ça se traduit du coup? Peut-être pour te répondre, j'ai effectivement une anecdote. Donc, j'accompagne aujourd'hui une start-up. Donc, j'ai fait un peu un feedback et un débrief avec les managers de comment se sont passés leurs entretiens. Avant, je le faisais avec les collaborateurs. Maintenant, je le fais plutôt avec les managers. Et il me dit, super, bon, c'était court. Ils ont commencé, en retard. On n'a pas vraiment parlé de moi. On a plutôt parlé de mes objectifs. Moi, j'avais envie de ça, etc. Ok, bon, pas de souci. Je lui dis ok. Et du coup, dans la perspective, de quoi tu aurais besoin en fait de la RH, de l'entreprise. Voilà. Est-ce que tu as exprimé un besoin de développement ou il y a un truc qui t'intéresse? Je dis je voudrais une formation de management. Donc tu dis que je râle beaucoup, donc là j'ai râlé, effectivement, en disant t'as bien fait. Pourquoi une formation de management Et je lui dis ok, bon très bien, donc je suis en posture d'écoute, je lui dis ok, très bien,
Pourquoi une formation de management? Il me dit parce que j'aimerais des cadres, un cadre, une méthodologie. J'aimerais être meilleur, l'intention est très bonne. Voilà, exactement, ce qui s'entend très bien. Donc la RRH, il y a 10 ans, lui aurait proposé le catalogue de la Ségos, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc c'est pas ce que j'ai fait, bien évidemment, et je vais un petit peu plus loin dans le HRBP et dans le questionnement. Et donc je lui dis mais comment tu fais aujourd'hui pour te débrouiller? Il me dit écoute, je fais un peu à l'intuition, un peu comme les autres. Et je lui dis ok, et ça fonctionne? Il me dit oui. Bon alors pourquoi tu as besoin d'une formation de management? Il dit parce que c'est bien, non? Enfin quand on est manager, on a une formation de management. Et donc effectivement là la conversation elle pourrait très bien s'arrêter là en se disant ok moi il m'a expliqué c'est très bien, je vais remonter le besoin, éventuellement on va étudier la chose et de voir comment on peut faire un peu différemment. Et là où moi j'ai mûri ma posture au fur et à mesure de ces expériences, je vais aller m'intéresser finalement à ce qui le gêne là-dedans. Et donc la question un peu fatidique c'est en quoi est-ce un problème de ne pas avoir de méthode et de cadre pour manager. Et en fait, là, j'ai vu que je touchais un point important. Il n'a pas su forcément répondre parce qu'il s'est dit, oulala, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi une question difficile pourquoi elle comme pose ça? cette question? C'est la RH, elle devrait répondre à mes besoins, les responsables de la formation, basta, quoi. Et en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit. C'est vraiment de passer d'une posture où on va explorer l'individu, où on va explorer finalement ce qui le freine, ses croyances, plutôt que de rester dans son problème. C'est un prisme qui est légèrement différent. Mais moi, je comprends en plus les managers dans leur posture, parce qu'en fait, en vrai, je trouve que c'est assez naturel la question qu'ils te posent. Oui. Elle est d'autant plus naturelle que ça fait des décennies qu'on nous explique que pour progresser, il faut se former. Ça fait des décennies qu'on nous dit que d'ailleurs, il y a des budgets de formation, que c'est un avantage pour les entreprises, que c'est comme ça qu'on progresse, etc. Et c'est vrai sur plein de métiers. Et c'est quand même assez contre-intuitif de se dire tu penses que tu as besoin de formation mais pas tant que ça. Donc moi je comprends quand même assez bien ce truc-là. Et pour autant ça fait 10 ans qu'on se dit ça, pour autant on sait que la formation c'est 10% de l'apprentissage. Le reste c'est de la pratique, du feedback et de l'échange. Et on le sait depuis longtemps et pour autant on ne fait rien par rapport à ça. Mais moi je trouve qu'il y a un truc qui explique ce besoin-là, c'est à la fois les habitudes qu'on a prises. On a dit tout à l'heure que le manager, il arrive dans la relation avec beaucoup d'émotions. Et donc là aussi, je comprends le manager qui est impressionné par ça, parce que c'est impressionnant. Alors, il y a des gens qui expriment leurs émotions de façon très douce et facile, mais il y a des gens qui les expriment de façon extrêmement forte. On a tous fait, je pense, des entretiens quand on manage avec des gens qui pleurent, avec des gens qui s'énervent, qui se mettent en colère, etc. Alors qu'on a l'impression d'avoir pas dit grand-chose ou d'avoir à peine commencé. Et moi, je me rappelle assez souvent avoir fait des évaluations annuelles où j'avais des pleurs en tout début, tu vois. J'avais encore rien dit, tu vois. Ouais, il y a une charge émotionnelle, en fait, qui se déclenche automatiquement. Voilà, alors j'ai appris avec le temps que les pleurs ne voulaient pas toujours dire qu'on avait mal fait. Parfois, juste, les gens, ils arrivent avec tellement ils pleurent avant d'entrer, donc qu'est-ce que tu veux faire? Des attentes, des besoins. Voilà. Il faut que ça se passe. Et moi, je comprends que les managers, face à ça, ils se disent « Ah ouais, en fait, je suis pas armé, il faut que je me forme. » D'ailleurs, je crois que c'est une des seules raisons pour lesquelles il faut former, mais à la limite, on pourrait former à n'importe quoi. C'est juste pour les rassurer, juste pour dire... Et encore, former sur quoi? Si tu lui dis « il faut pas pleurer non, je suis pas sûr qu'en sortant de la formation, il se dit « il faut pas que je pleure. » Je suis d'accord. Et en fait, ce qui va être le plus intéressant, ça va être justement, comme tu dis, de comment est-ce que j'arrive à aider mon manager ou si vous êtes tout seul, comment est-ce que vous arrivez à vous mettre dans une disposition où vous acceptez la situation et vous acceptez d'être vous-même dans ce moment-là. Donc, si vous arrivez avec quelqu'un qui a énormément d'émotions, et ben, la meilleure réponse, c'est de laisser votre émotion ou votre sentiment du moment gérer la situation. Et même avant l'émotion, c'est juste d'être là, en fait. C'est juste... voilà, je t'écoute. La réaction un peu naturelle d'un manager, mais même d'un humain dans une discussion, c'est de combler le silence, de combler le vide en disant mais ça va aller, ok, je comprends, etc. Mais juste essayer l'expérience d'être en face à face et vraiment d'être absorbé par ce que vous dit l'autre, en écoute active totale et laisser les silences s'installer, etc. Parce que la personne va vraiment se décharger. C'est pas évident, mais déjà ça, c'est quelque chose que on peut tous essayer. Exactement. Et je pense que ça peut paraître compliqué à faire, mais en réalité, c'est ce qu'il y a de plus humain. Et c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui rentre dans un entretien extrêmement ému, moi, ce que je dis souvent, c'est d'abord on abandonne nos objectifs dictés par l'entreprise. On abandonne notre petit processus, on abandonne notre technique. On est juste dans, ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on se pose, on ralentit, faut ralentir, ralentir. Vous allez voir que en faisant ça, l'émotion va s'exprimer et puis elle va doucement atterrir. Et ensuite, on va créer un moment de, ok,
Maintenant, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à faire ce qu'on a à faire ensemble, c'est-à-dire regarder l'année passée, regarder l'année future, ou regarder la situation qui vient de se dérouler, regarder l'échec qu'il y a eu ou le problème qu'il y a eu la semaine dernière. Et vous allez rechercher cet accord, et ensuite on va repartir de cet accord. Moi j'appelle ça la synchronisation. Il faut vraiment arriver à synchroniser les émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous mettiez à pleurer quand l'autre pleure, mais ça veut dire qu'on va vraiment chercher à avoir quelque chose où, allez, on s'attend, quoi. Et ça peut prendre, c'est pas forcément 1 heure, ça peut prendre 5 minutes. Bien sûr, c'est un Et là, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, pour moi, c'est cette authenticité qu'on va aller chercher. C'est pas évident, mais... Sauf que, voilà, cette authenticité, en fait, comment on va la chercher? Je reviens un peu à ma définition de la confiance en soi du début. C'est d'être lucide à soi-même et c'est de se dire, est-ce que moi, en fait, je m'autorise ces moments-là, déjà, de reconnaissance de mes émotions, de ce qui se passe en moi et comment, en fait, je l'appréhende. Est-ce que je suis OK avec ça ou pas? Si on est OK avec ça, ça veut dire qu'on peut l'offrir à l'autre et on est tout à fait ouvert, en fait, à recevoir ça de l'autre. Si on n'est pas en capacité de l'identifier et de se dire, bah, OK, c'est bon, je suis triste, je suis joyeux, là, je suis en colère et de comprendre, en fait, c'est quoi le problème avec ça, je pense qu'on n'est pas capable de s'ouvrir à l'autre et de le transmettre correctement. Alors justement, on a envie de creuser un peu ce truc de comment est-ce qu'on arrive à trouver cette authenticité. Moi, je vois 2 grands cas. Soit on a accès à des ressources externes, soit on n'a pas accès à des ressources externes. Si vous êtes manager et que vous avez la chance de pouvoir faire un coaching, par exemple, pour moi, c'est ça qu'on va aller chercher dans un coaching. Et je me permets même de remonter encore un peu avant, c'est est-ce qu'on en a envie? Parce que avant de faire le choix de interne, externe, voilà, c'est est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on est conscient que moi j'ai un problème avec ça, en fait? Et ça, il faut qu'on l'identifie. Donc, je suis d'accord. Soit on l'identifie soi-même parce qu'on a une grande conscience de soi, mais c'est pas évident. Soit parce qu'on écoute une vidéo passionnante qui nous fait poser la question. Tout à fait. Soit parce qu'on a un super RH, soit parce qu'on a un manager qui est déjà dans cette démarche-là et qui amène la réflexion et qui lui demande, voilà, aujourd'hui, comment en fait tu opères, où est-ce que tu voudrais aller, est-ce qu'il y a des choses que tu veux améliorer dans tes pratiques, et c'est à ce moment-là que ça se joue en fait. Donc on a pris conscience. Donc là, moi, quand on a pris conscience, si j'ai accès à des ressources externes, le coaching pour moi ça sert à ça. J'aurais envie de dire que c'est presque ça l'usage du coaching idéal. En tout cas, moi je sais que quand il m'arrive de coacher, je m'attache à est-ce que la demande est dans cette gamme-là, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien quelqu'un qui a envie d'une façon ou d'une autre, même s'il l'exprime pas exactement comme ça, d'être plus lui-même, d'être plus authentique, etc. Si c'est ça les demandes, ou si ça tourne autour de ça, ou si je sens que je vais pouvoir connecter ça assez facilement, il me semble que le coaching peut marcher à condition que la demande soit très portée. Exactement. Et qu'elle soit pas pour faire plaisir à mon chef ou à ma RH. Absolument. Mais je trouve que le coaching, ça peut servir à ça. Pour moi, c'est une bonne. Ah oui, complètement. C'est un bon En fait, le coaching, ça sert à quoi? C'est vraiment identifier en fait tes freins, tes croyances par rapport à ton objectif. Et les croyances, c'est quoi? C'est les choses auxquelles tu crois très très fort, très dur, depuis longtemps, qui sont très ancrées en toi et qui t'empêchent en fait d'aller au-delà. Donc par exemple, je ne dois pas montrer mes émotions. Effectivement, voilà, c'est quelque chose qui est ancré très fort, peut-être depuis l'enfance, et qui, quand je suis en entretien annuel avec mon collaborateur qui arrive en pleurs, je me dis qu'est-ce qui se passe en fait? Non, et on va vite revenir à la situation et on va vite faire l'entretien parce qu'en fait, voilà, ça n'a pas lieu dans cet espace-là. Donc, et ça m'empêche en fait de m'ouvrir à l'autre et de me connecter à l'autre. Il y a ça, il y a donc qui est ancré dans l'enfance, qui existe, mais il y a aussi évidemment ce qui est ancré dans les cultures des entreprises. Je dis parce qu'en fait c'est tellement généralisé que c'est très fort. Et notamment par exemple cette idée un peu débile contre laquelle moi je me bats depuis maintenant des années, qui est l'idée de la posture managériale, selon laquelle tu sais le manager il doit être fidèle et exclusivement presque fidèle à la posture qu'on lui demande. Absolument. Après, je crois quand même que ça évolue très lentement. J'ai le prisme, moi, RH, mais la posture de HRBP, la posture coach, déjà il y a une dizaine d'années chez G&G, aujourd'hui elle commence à être implantée et à être incarnée dans les entreprises, mais forcément difficilement, mais c'est trop long à mon sens. Il y a la deuxième chose, c'est qu'on va s'intéresser simplement, encore une fois, au problème, j'y reviens, c'est-à-dire que la posture coach, elle va questionner, ok, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et c'est quoi ton plan d'action? Et vas-y, ça avance. Là où il faut aller un peu plus loin, et probablement c'est le rôle des RH aujourd'hui en entreprise, à défaut de quelqu'un d'autre, c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire, ok, on a un problème, mais en fait, dans ce problème-là, on a une personne. Et donc, c'est d'abord s'intéresser à la personne, à ses croyances, à ses freins, à qu'est-ce qui la bloque, avant de régler son problème. Parfois, le problème va se résoudre simplement par le fait de lui poser la question toute simple. Bien sûr. En quoi tu as un problème avec ça, en fait? En quoi tu as un problème avec le fait de manager sans avoir eu de formation de management? Et là, on questionne vraiment... voilà.
Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même lutter contre des entreprises qui ont décrété depuis des décennies, c'est pas 10 ans, ça fait au moins 30, 40 ans, qu'il y avait des valeurs et que tout le monde devait les respecter, qu'il y avait une posture. On fait des team building où on essaie quand même de limiter la personnalité des gens. On a vraiment des choses parfois même d'uniforme. Je parle pas d'uniforme parce que je suis pompier et que j'ai un uniforme, mais on a vraiment des règles. Hein, moi, je me rappelle dans mon ancien cabinet, quand j'étais pas le patron, j'avais pas le droit de porter la barbe et il fallait que je porte le costume, tu vois. Là où je suis pas forcément alignée, alors sur les valeurs, je pensais comme toi il y a quelques temps. Encore une fois, avec le process de coaching, questionner ce qui pour toi fait sens dans cette valeur, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Et c'est une information pour le manager, pour le leader ou même pour la RH, individuellement, quand on dit bienveillance ou excellence, que sais-je, ça fait référence à quoi dans ton système de valeurs et dans la manière dont tu vas fonctionner. Oui. Et donc, c'est une information que le manager doit capturer et ça, il doit en faire quelque chose, en fait. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est simplement, elles n'ont pas été utilisées comme ça pendant longtemps. Absolument. Et que quand elles sont utilisées de façon très, nous, on est tous bienveillants et c'est ça la valeur de l'entreprise, ça n'a aucun sens, Absolument. etc. Donc ça, on a parlé un peu du coaching. Je trouve que dans les formations, alors les formations de techniques d'entretien, je suis totalement d'accord avec toi, ça sert pas à grand chose. En revanche, je trouve qu'il y a des formations qui quand même sont utiles parce que indirectement elles travaillent la confiance en soi. Donc moi, je mets par exemple les formations les prises de parole. Moi, je trouve que ça c'est utile parce que généralement la prise de parole, ça vient travailler l'authenticité parce que en fait on est nul en prise de parole quand on n'est pas authentique. Dans le même goût, moi je trouve qu'il marche assez bien, c'est les formations type improvisation théâtrale. C'est-à-dire que je trouve que là, ça c'est des exercices qui par nature vont développer de l'authenticité. Absolument. Là où je donne un petit jeton aux formations, c'est j'irai pas chercher des formations en entretien tout ça, ou vraiment technique managériale, mais plutôt ces formations-là autour de la posture, du théâtre, de la prise de parole. Idée. Non, mais ça, je trouve que ça marche pas mal. Je sais pas si toi, tu as pu voir des gens qu'on envoie en formation comme ça. Alors oui, moi, je l'ai vécu personnellement, d'ailleurs chez GNJ, où quelques semaine après mon arrivée, on m'a dit tu vas présenter le programme de transformation de la RH à 300 personnes en auditorium. Et j'ai dit c'est super. Et du coup, j'ai eu la chance d'être formée, coachée sur de la prise de parole. Et en fait, c'est vraiment c'est une question de volonté et de puissance de soi en fait dont il est question et qui m'a profondément marquée. C'est-à-dire c'est qu'est-ce que tu as dans tes tripes, qu'est-ce que tu penses réellement. Par exemple, si tu prends quelqu'un qui parle très bien en public, enfin qui est reconnu pour ça, c'est Obama. Hein, c'est vraiment l'archétype du grand orateur. Et moi, je trouve que ce qui fait qu'on le trouve bon, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il est totalement authentique. Et je sais pas s'il l'est complètement, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de lui-même dans toutes ses prises de parole qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est pas en train de réciter, même s'il lit un prompteur. Et je trouve que c'est pas une digression de parler de la formation prise de parole. Je pense que c'est une des formations les plus utiles pour aider un manager, non pas forcément à prendre la parole devant 300 personnes, parce que ça arrive rarement, mais par contre à se trouver lui-même. Oui, complètement. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, tu sais, physiquement même. J'ai trouvé des trucs physiques qui font que je me sens mieux dans les moments de grosse émotion. Tout à fait. Et il y a un petit tips aussi que je peux donner, c'est le et si. C'est-à-dire, et si on me regarde, et si je bégaye, et si je dis mal le mot, c'est de le transformer en même si, en fait. Et même s'il se passe ceci, et même s'il se passe cela, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver ? En fait, rien, l'auditorium va fermer, potentiellement on va parler de moi pendant 15 jours, et après, basta, quoi. Et encore, 15 jours, c'est... En général, c'est plutôt 15 minutes. Attends, je vais changer. Non, je vais changer. Non, t'as raison. Non, mais c'est rigolo, cet échange. Je change rien du tout. Je trouve que c'est... Si vous vous dites qu'on va parler de vous pendant 15 jours, pour moi, c'est faux. En vrai, on va pas parler de vous la plupart du temps. Oui, non, c'est clair. On va passer à autre chose. On va passer dans une réunion et basta. Voilà, on va passer à autre chose. En général, moi, je trouve que quand on est... Voilà, c'est des croyances. C'est-à-dire que il faut vraiment dire une énorme connerie pour qu'on parle de nous pendant longtemps. En vérité, on parle pas de vous, en fait, si c'est pas très réussi. Donc, on prend pas énormément de risques. Mais moi, voilà, je trouve que c'est un très bon exercice. Et puis, le troisième truc, moi, qui est pas vraiment de la formation, mais, et d'ailleurs, vous pouvez faire tout seul, sans aide extérieure. Et on en a eu un peu l'expérience chez GNJ ensemble, c'est que il me semble que se former effectivement aux techniques, ça sert pas à grand chose, mais par contre se cultiver en général, ça par contre c'est particulièrement utile. Je trouve qu'on néglige ça, mais je crois que tu le dis, hein, t'avais préparé, je le montre à la caméra, hein, Marlène est très sérieuse, et donc pour préparer cette interview, elle m'a envoyé 2 pages et demie. Mais je trouve qu'il y a un truc très important dans le rapport que vous pouvez avoir avec vous-même et avec les gens quand vous voulez les faire grandir. Et pour être vous-même, je trouve qu'il faut avoir de la culture. Alors, pas forcément Mozart, Goethe, ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quelle culture, la vôtre. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah bon ? Non. Il faut Mozart, toi, absolument. Non.
Je pense pas qu'il faille de la culture pour faire ce qu'on fait. En gros, ce que je dis, c'est il faut être curieux de plein de choses, plutôt que de chercher l'élixir de jouvence Oui. qui va, Oui, en 2 heures et demie ou en 2 jours de formation, oui, te sortir du problème. absolument. On va plutôt chercher à prendre plein de choses différentes pour s'entourer de plein de petits trucs. Et ensuite, comme ça, dans les situations difficiles, on Ouais. a une plus grande gamme. Oui, tout à fait. En fait, moi, je le traduis peut-être un peu différemment que Vas-y, toi. vas-y, ouais. Et j'aime bien le thème curieux, mais c'est de partir en exploration Ouais. totale. C'est de se dire, en fait, voilà, j'ai été manager, j'ai été RH, là, je suis plutôt en mode consultant, mais j'enlève en fait toutes ces casquettes. Je me mets en neutralité totale par rapport à tous les codes de l'entreprise que j'accompagne, par rapport à tous les codes de management qui existent aujourd'hui, par rapport même à l'histoire que je me suis racontée sur la personne ou qu'il se raconte lui-même. Et c'est de se dire, ok, mais on part en exploration et on va poser juste les questions et les bonnes questions. Donc, on va pas venir mettre une théorie dans la discussion, on va pas venir mettre une idée en fait dans la discussion. C'est juste, on va venir poser juste la bonne question et encore une fois être en écoute active. Parfois, il faut juste 3 questions clés pour débloquer tout un problème. Tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ce résultat, pour moi, la solution, c'est quand même d'avoir une gamme large. Et si vous rêvez d'un outil magique qui va vous résoudre votre problème, en fait, il n'existe pas. Ou alors, dans des formations très complexes comme la prise de parole ou des choses comme ça, mais c'est très long. Mais sinon, c'est dans la variété de la gamme. Et moi, je vois, j'ai plein de managers, quand tu discutes avec eux, alors il y en a qui écoutent énormément de podcasts, ceux qui marchent bien, Ouais. où il y en a qui vont lire des articles, il y en a qui vont aller à des Ouais, conférences. c'est l'ouverture d'esprit en fait. Voilà. Il y en a qui vont lire tout court, Ouais. etc. Et puis ensuite, moi, quand je coach, l'entretien 1, l'entretien 2, mon but à moi, c'est d'essayer de comprendre les choses précieuses, la vision du monde, les choses importantes de la personne que j'ai en face de Oui. moi, dépouiller de tout ce que la boîte lui Absolument. demande. Ouais. On s'en fout complètement. Ouais. Et mais qu'est-ce que t'es toi? Et en gros, moi, je vais essayer de rebâtir un système de management à partir de cette toute De petite ça. graine qui est le point essentiel. Ouais. Je vais prendre des exemples pour que ce soit concret. Là, par exemple, moi, j'accompagne une dame dont on peut pas dire qu'elle est charismatique, c'est-à-dire c'est pas du tout ça, et donc du coup, elle a des complexes parce qu'évidemment l'entreprise veut des leaders charismatiques. Ouais. Et du coup, elle sous-joue parce qu'elle essaye d'être charismatique alors qu'elle l'est pas, et donc on lui dit qu'il faut être Obama et elle a pas ces qualités-là, et donc c'est horrible. Et par contre, elle a un ego très bien placé, elle a une vraie bienveillance avec les gens, et donc on va dire, vas-y, oublie. J'ai pris Obama pour un exemple, mais oublie-le, parce qu'on s'en fout, on ne va pas aller dans cette direction. Oublie Al Pacino dans le film Bidule, oublie Elon Musk, oublie tous ces trucs. Par contre, toi, ok, t'as ça. Donc maintenant, je veux donc de la bienveillance, de l'écoute et de la patience et tout ça. Je veux ça le plus de fois possible dans ma journée. Comment j'ai ça le plus de fois possible dans ma journée? Et on va se rendre compte tiens, j'ai une réunion avec mes élus, je fais comme ça. J'ai une réunion avec mon équipe de direction, je fais comme ça. J'ai un point avec difficile avec quelqu'un, je fais comme ça. Et donc en gros, je vais vraiment chercher la graine et la développer. Parce et qu'elle a la chance de t'avoir. Oui, mais je pense que vous pouvez essayer si vous avez pas un coach, mais que vous avez un cahier. Ouais. Normalement, vous avez un cahier, quoi. C'est mieux à l'écrit, hein. Pour de vrai, moi je le ferai pas sur un ordi, hein. Je fais vraiment le truc. C'est essayer de se dire, tiens, pour moi, Qu'est-ce qui est important? voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je fais moi? Et si vous n'arrivez pas à le faire dans votre professionnel, mettez ce que vous faites dans votre vie perso, c'est la même personne en fait. Hein. Donc, et essayez d'aller à cette petite graine-là et demandez à des gens bienveillants autour de vous. Ouais. Si En coaching, effectivement, c'est ce qu'on appelle la mission et la vision en fait qu'on a globalement sur la Terre, mais on peut l'appliquer effectivement dans son rôle. Quand ensuite tu déclines en qui tu es en fait quand tu fais ça et quel comportement tu as et quelle capacité tu as et tout ça. Ça complète et ça construit ton système de valeurs en fait. Ouais. Tout à fait. Tu peux discuter avec ton collègue de confiance. C'est pas forcément ton patron ou ton coach ou ton RH. Ça peut être juste ton collègue. Hein. On parlait de l'équipe de G&G il y a quelque temps. Une des choses qui se passait dans cette équipe, c'est qu'entre vous parliez de ça. Ouais, complètement. Et ça fonctionne. Et du coup, c'est là où je me questionne pas mal en ce moment et avec mon rôle maintenant de plus de consultante, c'est comment on fait évoluer le rôle des RH en entreprise par rapport à ce qu'on se dit là. Ouais. Est-ce que c'est des questions, est-ce que c'est une mission que le RH aujourd'hui peut incarner? Moi, je pense que dans l'absolu, ça pourrait être n'importe qui, si tu veux. C'est-à-dire que moi, si vous êtes dirigeant ou manager, vous pouvez, à votre échelle, prôner le fait que les gens vont être prioritairement ce qu'ils sont, plutôt que prioritairement une espèce de fiche de poste hyper cadrée, hyper standardisée. Maintenant, évidemment, il y a quelques mois, tu sais, j'avais sorti un podcast qui s'appelait
RH... Devenez conquérant. Ouais, devenez conquérant. Je les ai tous lus, t'as vu? Ah, mais trop bien, tu connais mieux mes contenus que moi-même. RH devenez conquérant, et c'était un peu ça l'idée, c'était de dire en gros, soit on continue à reproduire ce système un peu idiot où on a des tâches et on met des formations en face des tâches et on essaie de faire rentrer au chausse-pied les gens dans des cases, ou alors est-ce qu'on promeut dans l'entreprise ça. Donc je pense que c'est un des rôles de... Mais pour ça, Patrick, il faut que la personne soit prête à le faire. Et à elle-même rentrer dans un processus d'exploration et à elle-même déjà de passer de RRH à HRBP, il faut adopter la posture coach, donc voilà, explorer un problème, une problématique. On n'est pas encore à explorer l'individu, on est à explorer juste une problématique. Déjà, dans certaines entreprises, ils commencent simplement maintenant à le faire et à se dire c'est un concept intéressant. Oui, non, mais c'est des processus de changement longs. Oui. Mais au bout d'un moment, faut les initier pour arriver. Absolument. Et puis d'ailleurs, il faut pas. Moi, je suis parfois un peu choqué de maintenant on est tous coachs. Bah non, en fait, les gens, ça fait 30 ans qu'ils le sont pas. Ils vont pas le devenir la semaine prochaine. Donc pour moi, c'est un processus qui doit être beaucoup plus progressif que ça. Maintenant, il faut l'initier. Absolument. Et d'ailleurs, dans les formations de RH. Donc typiquement celle que nous on a suivie avec l'équipe de G&J ou maintenant dans les RH que je vois, les programmes ont très très peu changé. À aucun moment dans les programmes, j'ai revérifié récemment, il n'y a écrit posture coach ou business partnering, approche business, comment on questionne un leader, c'est quoi en fait la posture qu'on doit avoir avec un leader ou avec même un patron de BU. En fait, il y a pas toutes ces dimensions là. Ils viennent tout juste d'intégrer la digitalisation. Éventuellement quelques sujets autour de la RSE, de l'intelligence artificielle, mais ça reste globalement autour de la data. Mais la posture, on n'en parle pas en fait depuis 10 ans dans les formations de RH. C'est pour ça que pour moi, la question que tu poses, c'est est-ce que les RH doivent se saisir de ce rôle-là ? Dans un monde parfait, c'est pas à eux de se saisir de ce rôle-là. Dans un monde parfait, c'est une question stratégique de rapport à l'efficacité de mon entreprise, de rapport aux hommes, de rapport aux autres. Comment ça fonctionne une entreprise dans laquelle les dirigeants, donc le RH en fait partie, mais les opérationnels, c'est extrêmement important parce que c'est là que ça bloque souvent, doivent se dire, ok, est-ce que dans les années à venir, notre plus grand intérêt, c'est pas justement d'aller cultiver les individus pour ce qu'ils sont et comme ils sont, dans l'optique à la fois de les épanouir plus et du coup de les rendre plus pertinents, plus intelligents, plus créatifs. Et moi, je pense que c'est d'abord ça. C'est-à-dire que, évidemment, un RH peut le faire tout seul, mais en vrai, ça doit être une question stratégique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... Prise de conscience. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, que je me méfie, moi, du truc purement BPRH, Business Partnering RH, parce qu'il a tendance à, potentiellement, dans certaines boîtes, sous-estimer l'aspect stratégique. Donc, pour moi, il y a bien le premier damier, c'est est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'entreprise, l'organisation, ça pourrait s'appliquer à d'autres que des entreprises, doit aller vers ça. C'est l'inverse du Fordisme, on est bien d'accord. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus loin que le Fordisme, c'est l'inverse des temps modernes et de Charlie Chaplin. Pour moi, c'est une décision stratégique. Donc, soit vous êtes patron d'entreprise et moi, je lancerai ça avec mon RH, mais avec les autres. Soit vous êtes des RH et comment est-ce qu'on va influencer cette question, comment est-ce qu'on va la mettre sur le tapis. Et puis, soit vous le faites dans votre équipe et vous pouvez le faire à votre niveau. Évidemment, plus on va le faire haut, plus on va avoir des faits. Mais quand même, on peut le faire toujours. On peut toujours avoir cette idée de attends, je cherche l'individu avant la fonction. Absolument. Et tu parlais tout à l'heure de méthodes de formation un peu innovantes. Je pense que tu as raison, il faut qu'on aille beaucoup plus vers ce type de dispositif. Il y a d'autres dispositifs qui existent et qui peuvent être aussi insufflés par le patron ou par la RH. C'est des méthodes de codev, par exemple, qui sont connues. Donc le codev, c'est le co-développement. Le co-développement, voilà, que nous, on a fait chez G&J il y a 10 ans. Qui viennent tout juste d'arriver dans des grosses boîtes juste là maintenant. Alors le co-développement, excuse-moi, je vais juste expliquer en 2 secondes pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une méthode qui, selon moi, est canadienne, en tout cas québécoise, qui est une méthode assez simple. Alors si vous regardez comment ils le font eux, parfois ça paraît vraiment très très scolaire, mais qui va consister à apprendre à créer une relation entre, on appelle ça un client et un consultant dans la méthode, mais en tout cas entre quelqu'un qui a un problème et quelqu'un qui va essayer de l'aider à le résoudre. Et donc, plusieurs personnes, c'est de la résolution de problématiques. Voilà, en collectif. En collectif. À partir de 2, quoi, on va dire. Et moi, je trouve qu'on peut le faire à partir de 2. Bon, bref. Mais en tout cas, ça va créer, une relation qui permet de créer une solution à plusieurs, on va dire. Et pour ça, il faut un prérequis. C'est de partir du principe que les autres
peuvent nous apprendre. Ouais. Si déjà on n'est pas dans cette dynamique, le codev c'est pas voilà, Non, c'est pas pour vous. Moi quand j'étais chez Disney, en fait, j'avais déjà une super équipe de base, mais comme du coup j'avais pas fait de formation de management, je me suis dit je vais essayer d'autres techniques. Et du coup, j'ai appliqué donc le co-développement que je faisais en tant que RH pour mes managers chez J&J, je l'ai appliqué en tant que manager pour mes collaborateurs. Donc, quand on faisait nos points collectifs, du coup, on passait en revue toutes les problématiques qu'elle rencontrait. Et on mettait en place tout de suite un atelier de co-développement pour que ce soit les autres qui lui donnent les réponses, qui l'aident à améliorer son problème, sans que moi je vienne intervenir en disant c'est la bonne solution ou c'est pas la bonne solution. En fait, après la personne partait avec son plan d'action et moi je devais simplement m'assurer que les délais étaient ok avec ma direction, gérer les éventuels problèmes, les éventuelles erreurs avec la direction, mais en aucun cas lui dire que c'est bien ou c'est pas bien. En fait, elle a fait son chemin, elle a résolu sa problématique personnellement, elle en tire une fierté et moi je suis là pour créer les conditions de succès. Ouais, c'est pour ça. Donc moi, je vous encourage aussi à développer le co-développement, à promouvoir le co-développement. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu ce que tu disais sur les formations au tout début. Le co-développement en outil isolé, ça sert absolument à rien. Par contre, c'est très utile si vous avez créé une philosophie d'équipe, même si vous n'êtes pas arrivé, on n'est jamais arrivé, dans lequel les gens se sentent interdépendants. Donc on parlait tout à l'heure de cette équipe RH J&J il y a quelques années, où tu disais justement, elle est poreuse et on a chacun nos territoires, mais on est tout le temps en train de se parler. Moi, je vois, j'ai la même chose chez nous, où tu vois, nos consultants, ils sont affectés à un client, mais en fait, tout le monde travaille sur tous les dossiers et on compte pas le temps. Parce que si tu comptes le temps, t'as pas intérêt à aller développer, faire co-développer. Donc le co-développement, c'est un outil merveilleux, à condition qu'il soit au service d'un système qui admet globalement la porosité entre les gens et le fait qu'on s'apprend mutuellement. Admet la porosité et la force un peu. Et la force un peu, oui. Parce que si tu forces pas, il n'y a pas de porosité. Voilà. Mais de base, il faut avoir cette croyance-là. Absolument. Et ensuite, le co-développement pousse un peu dans cette direction. Parce que la force de J&J pour moi, c'est qu'il nous forçait à bosser ensemble sur des sujets intéressants qu'on allait porter tout seul devant nos BU, devant un codir, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que moi j'ai pu reproduire et qui provoque beaucoup d'effets. Et du coup, le co-développement, on ne veut pas rentrer dans le détail technique du truc, mais ça va, et ça peut me permettre de reboucler avec ce qu'on se disait tout au début. Pour moi, c'est un outil qui, quand vous commencez à le maîtriser, alors au début, on est un peu maladroit, mais quand on commence à bien le maîtriser, c'est un outil qui développe justement le qui on est. Absolument. Et la confiance en soi, parce qu'on n'est pas en train de se soumettre aux autres. On est en train d'être curieux des autres, mais pas de se soumettre aux autres, et ça, c'est vachement intéressant. Oui, complètement. Ça renforce effectivement le qui on est vraiment, et ça renforce aussi cette posture de questionnement. Parce qu'on a souvent aussi tendance à répondre aux questions qu'on nous demande. Alors, soit en tant que RH, mais aussi en tant que manager. C'est-à-dire, j'ai un problème, j'ai ceci, cela, et pour aller plus vite, c'est beaucoup plus facile de donner tout de suite la réponse, comme ça, on est libéré, c'est parfait, on a fait notre petit job de manager. Cette méthodologie de co-développement incite l'autre à être dans l'écoute active de la problématique, et inversement, incite l'autre à être dans l'écoute, dans le questionnement, méthodique ou non, mais dans un questionnement d'exploration qu'on pourrait reproduire sur le terrain avec nos collaborateurs. Tu as cette problématique, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et en quoi ça te pose un problème, en fait, cette problématique, tout simplement. Moi, j'ai une petite anecdote qui me rappelle ça souvent, qui me fait sourire et puis que je rappelle aux gens avec qui je travaille. Moi, je suis très fan de cinéma et j'écoute plein de trucs sur le cinéma et il y a un critique de cinéma qui m'a fait avoir un tilt là-dessus. Il s'appelle Julien Dupuis, je suis sûr qu'il ne nous regarde pas, mais si tu nous regardes, salut Julien. Et Julien Dupuis, un jour dans une critique de je ne sais plus quel film, il dit « Eh ben là, le cinéaste, il a proposé quelque chose et il m'a donné exactement ce que j'attendais, tout le temps. » Et juste après, il dit « Mais moi, je veux pas qu'on me donne ce que j'attends, en fait. » Et il était hyper déçu que le cinéaste ait été que dans un rapport hyper terre à terre avec l'attente du spectateur. Et ce qu'explique Julien dans sa petite critique, c'est quand on va créer une attente sur un sujet, c'est normal qu'on essaie d'y répondre en partie. Mais ce qui est magique, c'est quand on le dépasse en prenant un petit pas de côté, en étant un peu différent, en étant un peu subversif parfois, ou en étant un peu amusant, etc. Et moi, je me rappelle toujours de cette critique où il dit « Mais je veux pas qu'on me donne ce que j'attends. » Et je crois que ça, c'est mon expérience de 15 ans de conseil. M'amène ça, c'est les gens posent des questions, mais en fait, il faut améliorer la question avant d'essayer d'y répondre. C'est là qu'aussi les gens ils vont se révéler, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, et vous en apercevez sûrement dans votre quotidien de manager, la première question que posent les gens
le premier besoin qu'ils expriment, sincèrement, on se le dit entre nous, il n'est pas toujours très bon ou toujours très intelligent. C'est pas parce que les gens sont cons, c'est parce que la pensée humaine, elle fonctionne par couche, quoi. Et que la première phrase que je balance, c'est pas toujours la meilleure. Ouais. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un vrai besoin, si vous voulez vraiment développer les gens, à ne pas répondre à leurs besoins. Parce que de répondre à leurs besoins, ils savent pas de quoi ils ont besoin, tu vois. Et donc, du coup, merci Julien, parce que pour moi, c'est vraiment important, ça. Oui, absolument. Et on veut pas répondre aux besoins. Oui, tout à fait. Et parfois, au-delà de la partie exploration, c'est juste, oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux être toi-même. Oui, tu peux oser. Oui, tu as cette idée, teste-la. En fait, parfois, les collaborateurs ou même les managers, en tant que, si je suis en posture de RH ou en posture de manager, ça fonctionne. Parfois, les gens ont juste besoin d'avoir un soutien et franc. Oui, vas-y. Je n'ai pas de problème. Vrai. C'est la conclusion là, que tu mettais dans ton petit texte de l'échange que tu as avec le manager. C'est que celui qui te demande des formations, c'est qu'à la fin, en fait, il te demande une formation, ça c'est le besoin exprimé. Absolument. La facilité, ça aurait été de la lui donner. Oui. Et qu'en fait, votre discussion, elle amène au besoin non exprimé, mais qui est le besoin réel, qui est un besoin d'assurance, d'autorisation, mais vas-y, en fait, sois toi-même. Ouais, parce que derrière cette demande, il y avait une réelle problématique terrain. Et en fait, c'était finalement, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux l'avoir en entretien pour lui dire ça? Oui, tu peux. Si tu penses que c'est la bonne solution pour toi, oui, tu peux, fais-le. Et comment tu le ferais? Et en fait, on va aller beaucoup plus loin. Et en fait, s'il est reparti, il avait juste besoin de ça. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand vous êtes, vous, manager, là, on s'adresse à vous directement, c'est que quand vous avez des gens qui vous posent des questions, qui vous mettent mal à l'aise, ou que vous trouvez pas très pertinentes, ou que pour une raison que vous ignorez, ou que vous voyez très bien, c'est pas la bonne question, votre devoir, c'est de pas répondre à la question qu'on vous pose. Et moi, je trouve qu'il y a une perversité à la compréhension qu'on a de l'écoute. C'est que l'écoute, c'est écouter, c'est pas accepter tout. Et je crois que j'avais écrit un truc là-dessus, ou peut-être un petit tips aussi qui peut vous aider, c'est vraiment de faire la question à la con du psy. C'est, et toi, en fait, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Enfin, en fait, le problème, tu le connais mieux que moi, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, laisser le silence, en fait. Parce que ça va être un peu en mode, putain, je lui pose une question, il me repose une question, sympa. Je suis pas là pour ça. Mais finalement, le silence va l'amener, en fait, à la réflexion. Et simplement, la réflexion, c'est là où votre rôle est de dire, oui, ça c'est OK. Et ça peut paraître un peu basique, mais c'est vraiment essentiel. Et n'oubliez pas, je pense que les gens vous posent pas toujours des questions intelligentes. Et plutôt que de répondre un peu basiquement à une question pas très intelligente, organisez-vous pour améliorer la qualité de sa question. Parce que en fait, vous êtes en train de l'aider à grandir. Et au final, c'est un énorme service qu'on leur rend. Alors que si on reste sur la surface des choses, ça va pas du tout. Donc quand on parle d'authenticité, pour moi, on en est là. Si on vous pose une question qui vous met mal à l'aise, en fait, acceptez-le. Voilà, acceptez que vous êtes mal à l'aise. Et il y a sûrement une bonne raison pour laquelle vous êtes mal à l'aise. Typiquement, Marlène, est-ce que je peux avoir une formation en management? Qu'est-ce que je vais répondre à ça? En fait, du coup, il faut que j'écoute cette sensation qui est... Non, on sort de son problème. Et il faut accepter, c'est parfois un peu dérangeant en fait, de poser des questions en réponse à une autre question. Et pour nous, il faut aussi accepter ce moment de flottement qui va suivre. Mon collaborateur est reparti peut-être avec une troisième ou une quatrième question, il est pas reparti avec une réponse. Et ça, en fait, en tant que manager, il faut l'accepter. C'est de se dire, c'est pas grave parce qu'en fait, derrière, ça va le faire mûrir. Et on en reparlera peut-être dans 3 jours et il aura peut-être trouvé une solution. Mais je sais que fondamentalement, je l'ai fait évoluer. Et à ses yeux, j'ai peut-être pas été le meilleur manager. Mais moi, je sais qu'en fait, ça le fait évoluer, ça le fait progresser. Et il y a une super bonne nouvelle pour moi qui va avec ce qu'on est en train de se dire. C'est qu'en fait, il n'y a pas de caractéristiques qui font de vous un bon ou un mauvais manager. C'est pas parce que vous êtes comme ci ou comme ça que vous pouvez être manager ou que vous pouvez pas l'être. J'ai vu dans ton texte que tu n'aimais pas l'expression bon manager, mauvais manager. Moi non plus, parce que ça tendrait à vouloir les classer. En fait, je pense qu'on est mauvais manager quand on essaye de manager comme feraient d'autres, alors que c'est pas du tout nous-mêmes. Et là, ça marche pas du tout. Absolument. Et pour le coup, ça fonctionne bien quand on essaye de manager avec son authenticité le plus proche possible de qui on est. Je trouvais ça très intéressant à l'époque, les 4 styles de management, directif, participatif. Je me suis dit, waouh, c'est hyper intéressant. Et en fait, pour moi, c'est contre-productif. La seule question qu'il faut se poser, c'est individuellement, quel est ton besoin en fait? Et qu'est-ce que tu attends de moi réellement? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de l'année, tu te diras que c'était chouette de bosser ensemble en fait, tout simplement. Voilà, c'est une question très basique, mais pour moi, elle a beaucoup de sens.
Voilà, et même en faisant ça, vous aurez encore des difficultés managériales. Oui. Parce Et c'est qu'on très est- bien. Et c'est très Et bien. c'est tant mieux. Et pourquoi on aura des difficultés? Parce que la relation est une science inexacte, Oui, oui. que les gens avec qui vous managez, ils ont leur vie psychologique, etc. Et que c'est pas grave. Et c'est d'autant moins grave que moi je dis souvent, enfin les gens que j'ai déjà dit d'ailleurs à cette caméra, les gens qu'on manage ne nous appartiennent pas. Donc on peut faire tout bien et échouer. On peut se planter et réussir. Mais à la fin, ce qui compte, c'est quand je vais faire le bilan de mon management, est-ce que j'ai réussi à être authentique le plus de fois possible? Ouais. Et du coup, est-ce que les échecs, j'arrive à les assumer parce que je me dis, bah ouais, mais Absolument. en fait, je ne pouvais pas le faire. Et est-ce que du coup, les succès, je vais pouvoir m'en tirer de la fierté en me disant, Ah, la fierté. ah, je suis content ou je suis contente, je les ai eus en Bien étant sûr. moi-même, c'est cool. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment ça le truc. Et après, il faut être très très bienveillant avec soi-même. Ouais. On se plante en management. Moi, Ouais. je suis C'est soi-disant- OK. ouais. C'est OK. Moi, je suis soi-disant un expert du Ouais. management. Ça fait Ouais. 15 ans que j'en fais, Ouais. 15 ans que je conseille les gens. Croyez-moi, je me trompe souvent dans le management de mes consultants, alors qu'ils sont très peu nombreux, alors que je suis censé être un expert, alors que eux, c'est censé être des super hauts potentiels. Et ben, je me plante hyper souvent. Mes plantages m'affectent, mais me détruisent pas, quoi. Ouais. Donc, Et le fait d'être authentique et de bien se connaître, ça permet de reconnaître en fait tout ça et de voir d'où on vient aussi et de se dire ok, cette année, voilà, un certain nombre de choses sur lesquelles moi aussi en tant que manager j'ai progressé et sur quoi j'ai fait progresser mon équipe. Et juste se faire le bilan à la fin de l'année, de se dire d'où est-ce que je suis partie, où est-ce que je suis arrivée, c'est aussi un effort et une prise de conscience pour se dire ok, voilà, j'en suis là aujourd'hui et effectivement j'en suis très fière et voilà, bravo. Et non pas, je me flagelle, je me suis beaucoup flagellée dans ma vie de manager parce que je pensais être nulle, parce que j'ai pas dit la bonne chose au bon moment, parce que mon équipe m'a pas dit que j'étais géniale. Et en fait, voilà, tout ça, c'est de l'égocentrisme. Donc c'est aussi, voilà, pouvoir mettre juste ça de côté et de se dire, moi, en tant qu'individu, tu l'as dit, il y a une notion de fierté. C'est est-ce que je suis fière à la fin de l'année de ce que j'ai fait, tout simplement. Ouais, est-ce que je suis bien avec moi-même? Surtout Exactement. Si vous voulez être manager pour avoir des fleurs de vos équipes, ce qu'il Voilà. va falloir faire, à mon avis, n'est pas exactement ce que vous devriez faire. Je te propose, Marlène, qu'on se dise qu'on a fait quand même le tour là, de ce dont on voulait parler. Merci beaucoup. D'abord, première chose, c'est si vous avez des expériences, vous, dans votre vie de manager et qui vous ont aidé à devenir un peu plus vous-même, partagez-les avec nous en commentaire ou en discussion parce que il y a des milliards de tips dont on n'a pas parlé parce qu'on tout simplement on ne les connaît pas. Oui. Et donc, partagez-les avec nous. Évidemment, vous pouvez, on peut te retrouver, donc Marlène Bouquet sur LinkedIn, j'imagine. Absolument. Hein, et donc ta boîte qui s'appelle Go Blossom. Donc si vous voulez, Go Blossom. Go Blossom, pardon. Si vous voulez poursuivre la discussion, vous pouvez essayer de contacter Marlène, n'hésitez pas. Et puis on va se retrouver bientôt pour une nouvelle discussion, pour le faire en vrai avec un nouveau manager. Merci beaucoup, Marlène. Top. Merci, Patrick.